Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Du 15 janvier 1993 à aujourd'hui, cela fait 28 ans que s'est tenue au Tchad la conférence nationale souveraine, une étape décisive dans le processus de démocratisation du pays. Un rappel des faits avec Al-Hajj Bachar Yaya Issahanga. Cet événement de taille qui a réuni les filles et fils de ce pays pendant une longue durée marque une nouvelle donne monolithique des hommes politiques. Pour que cette rencontre, qui a duré 3 mois, réussisse, rien n'a été laissé au hasard. Tous les maux qui minent le pays ont été mis sur table, déchiquetés et en tirés les quintessences, ce qui donne les grandes décisions. Ce chemin tracé par l'ensemble des Tchadiens ouvre grandement les portes à tout le monde. Ainsi, on voit naître des partis politiques, associations de la société civile et autres organisations qui donnent de nos jours une image idyllique à la démocratie tchadienne. Si aujourd'hui, 223 partis politiques sont reconnus officiellement, c'est grâce à la conférence nationale souveraine. Les fruits de ces forums sont légion. Ainsi, les élections présidentielles, législatives et communales s'inscrivent aussi dans ce registre. Démocratie et liberté d'expression et d'opinion sont intimement liées. C'est pourquoi plusieurs organes de médias ont aussi vu le jour. Tout le long de cette conférence nationale souveraine, les débats ont été houleux. Beaucoup de vérités ont été aussi révélées pour que le Tchad avance. Finalement, les filles et fils du Tchad se sont pardonnés et fumaient le calumet de la paix. C'est pourquoi, jusqu'à nos jours, la démocratie ne souffre d'aucune ambiguïté. Restons toujours dans le chapitre de la conférence nationale souveraine, cette fois-ci pour parler de la participation des leaders religieux à cette rencontre historique. Adoumbe Hortense. 15 janvier 1993, le peuple tchadien dans sa diversité à travers ses représentants s'invite à une réconciliation nationale pour un nouveau départ vers un Tchad fortement uni et démocratique. Ce jour-là, environ 600 participants de toutes les sensibilités politiques, l'ensemble de la société civile et les différentes confessions religieuses regardent dans la même direction, dans un esprit de fraternité et de pardon. À cette grande messe de réconciliation nationale, l'on voyait se dessiner à l'horizon un Tchad plus grand, du nord au sud, de l'est à l'ouest, où main dans la main l'on battrait en brèche les préjugés et briser le mythe de division installé depuis la guerre civile de 1979. Dans ce processus de réconciliation et d'unité nationale, le rôle joué par les religieux a été déterminant. Observateurs, les hommes de Dieu ne sont pas en marge de la conférence nationale souveraine, puisqu'au-delà de la conviction des partis ou associations, le peuple, qu'il soit politique ou apolitique, a une croyance à un être suprême, d'où l'importance de leur représentation lors de la tenue de la conférence nationale souveraine. Cette manifestation a permis de conduire le pays vers la laïcité qui prône la liberté de l'État et garantit l'autonomie religieuse. Catholiques, protestants et musulmans, ces acteurs religieux ont apporté leur contribution à l'élaboration des textes juridiques ayant abouti à la première charte de la transition de 1993, de la première constitution de la République de l'ère démocratique de 1996, avec la modification des dispositions juridiques apportées en 2005 et celles ayant abouti à la mise en place de la 4e République lors du récent Forum national inclusif. Les acteurs religieux ont su jouer leur partition, préserver et consolider la paix, l'expression de la conviction religieuse sur l'étendue du territoire. Ainsi, la date du 28 novembre correspondant à la proclamation de la République a été instituée par le gouvernement, journée de prière et de la concorde nationale. En ce jour, les confessions religieuses s'adonnent à des moments de prière, de louange et de messages basés sur la solidarité, la communion et le développement de leur province ou du Tchad en général. Signature ce matin de 3 conventions de partenariat au ministère de l'Environnement et de la Pêche.
des conventions avec l'ONG Tchad Agir pour l'environnement, l'école catholique associée Notre-Dame des Béguinages et l'ONG Organisation nationale panafricaine du développement et d'appui communautaire. Les trois conventions entrent dans le cadre de la mutualisation des efforts dans la lutte contre la dégradation de l'environnement. L'accent est mis sur l'éducation environnementale à la base. Mamad Saïd Abakar. La directrice de l'école catholique associée Notre-Dame de Béguinage, Claude Marcel, la représentante de l'ONG Tchad Agir pour l'environnement, Khali Tahir Goumbal, et le président de l'Organisation nationale panafricaine de développement et d'appui communautaire, Abdraman Issa Ali, ont passé à tour de rôle pour parapher la convention de partenariat entre leurs organisations respectives et le ministère de l'Environnement et de la Pêche. Cette convention marque le début d'une mutualisation des efforts de ces organisations et du ministère de l'Environnement pour la préservation de l'écosystème. Les parties prenantes entendent mettre en œuvre leurs engagements par le reboisement et l'éducation environnementale. Vous conviendrez avec moi que le ministère seul ne peut réussir cette mission. C'est pourquoi la signature des différentes conventions de partenariat avec vos institutions révèle une importance capitale. En outre, elle s'inscrit dans la droite ligne de nos efforts de complémentarité qui découlent de la politique de protection de l'environnement et des textes y afférents qui voudraient que soient impliqués tous citoyens, pris individuellement ou collectivement, en vue de prévenir et lutter contre toute forme de dégradation de l'environnement. Les trois responsables des organisations signataires de la Convention se sont relayés pour se réjouir de la volonté des plus hautes autorités d'accompagner les organisations non gouvernementales dans leur combat. Ils se disent prêts à accompagner ce département ministériel en contribuant à la protection de l'environnement. Le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Ngilin, accompagné de ses proches collaborateurs, a visité ce matin les différentes directions techniques relevant de son département. Le ministre est allé s'enquérir des conditions dans lesquelles ces services pourvoyeurs de recettes et de dépenses fonctionnent. Ngayam Bengueri. À la Direction générale des impôts, première étape de sa visite, le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Ngilin, a tout d'abord échangé avec le personnel de ce service pourvoyeur de recettes sur leurs conditions de travail. De la Direction générale des impôts, le cap est mis sur celle des douanes et droits indirects, où le ministre s'est entretenu également avec le personnel. Nous avons, comme vous l'avez vu, visité des services de recettes, mais aussi des services de dépenses et des services de prévision. Au titre des recettes, l'ensemble des entités ont été encouragées à commencer l'année de manière vigoureuse pour que mois après mois nous puissions respecter les promesses du budget et tenir nos engagements en termes de mobilisation des recettes. Au niveau de la trésorerie générale, de la direction des domaines, du service du budget et celui du contrôle financier, le même message a été livré au ministre. Occasion pour lui d'appeler ses agents à participer pleinement à la réforme enclenchée par le département sur le nouveau système informatique. Entre l'année dernière et le début de cette année, des progrès notables ont été faits, à la fois à la douane, aux impôts, aux domaines, et il a été surtout question de rappeler les uns et les autres d'adhérer ou bien de participer pleinement au nouveau système informatique qui s'appelle le SICFIP, qui est lancé, le budget va être exécuté dans ce nouveau système. La solde va basculer totalement dans ce système tout au long de ce début d'année. Dans les différents services visités, le ministre des Finances et du Budget a salué le travail abattu par le personnel de chaque direction avant d'encourager ses collaborateurs à plus d'efforts pour relever les défis. La secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Evelyne Fakir Kanassawa, a séjourné au Burkina Faso pour le rapatriement de la dépouille mortelle de l'ambassadrice du Tchad, Kad Elisabeth, décédée le 7 janvier. Ali Ibrahim Suleiman. À l'aéroport international de Ouagadougou, la secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Evelyne Fakir Kanassawa, a été accueillie par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Evelyne Fakir Kanassawa a, au cours de cette entrevue, adressé toute la gratitude du Tchad aux premières autorités burkinabées pour leur soutien sans faille depuis le décès de Kad Ndilgem Elisabeth, grand commis de l'État. Après cet accueil, la secrétaire d'État aux Affaires étrangères a été reçue en audience
par le Premier ministre burkinabé. Christophe Joseph Diabiré a réitéré les vives compassions du président burkinabé, Roch Marc Christian Kaboré, au maréchal de Tchad Idriss Déby Itno, et partant à tout le peuple tchadien éprouvé par le décès de l'ambassadrice Kadendilgem Elisabeth. Dans la capitale du Faso, Evelyne Fakir Kanasawa est allée rapatrier la dépouille mortelle de l'ambassadrice du Tchad au Burkina Faso, Kadendilgem Elisabeth, décédée le 7 janvier dernier. Toujours au Burkina Faso, un dernier hommage a été rendu à la regrettée Kad Ndingem Elisabeth, où plusieurs diplomates accrédités dans ce pays et les autorités burkinabées étaient présents à la cérémonie. Adef Ahmad Benrama. International Thomas Sankara de Burkina Faso, l'atmosphère est chargée d'affliction et de recueillement. Aux côtés des autorités burkinabées et des diplomates accrédités dans ce pays se trouve la secrétaire d'État aux affaires étrangères, Evelyne Fakir Kanasawa, mobilisée par le gouvernement pour rapatrier le corps de l'ambassadeur du Tchad au Burkina Faso, Kad Ndilgem Elisabeth. Les membres de la colonie tchadienne se sont fortement mobilisés. Un hommage mérité a été ainsi rendu à l'illustre disparu par le doyen des ambassadeurs, l'Algérien Mohamed Anassir. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur n'a pas aussi manqué de rendre un hommage appuyé à la diplomate tchadienne. C'est un moment très douloureux pour nous de nous séparer de notre sœur, l'ambassadeur Elisabeth Kadé. Un moment très douloureux, surtout quand nous pensons à ce qu'elle était. C'était quelqu'un de profondément humain et tous les diplomates la connaissent bien. Et vraiment, voir cette personne partir de cette manière, c'est assez douloureux. Et les mots vont nous manquer pour exprimer ce que nous ressentons. Feu Kad Elisabeth a été décorée à titre posthume de la médaille d'officier de l'ordre de l'étalon, et ce pour ses mérites reconnus par la nation burkinabé. Le corps a été ensuite acheminé en N'Djamena, était en première ligne à l'aéroport international Hassan Diamous pour l'accueil de la dépouille le ministre des Affaires étrangères Amine Abbasidik, qui a à ses côtés plusieurs personnalités. Présentation ce matin à la direction générale de la police nationale de 18 malfrats. C'était en présence du directeur général de la police nationale, Ahmad Youssouf Mahamat Itno, du 8e substitut du procureur de la République, Zadine Kamal Ahmad, et de plusieurs officiers supérieurs de la police. Le point avec Aman Isakazina. Dans le strict respect des mesures barrières, 18 individus en conflit avec la loi sont présentés à la presse. En présence du directeur général de la police nationale et de ses proches collaborateurs, chacun est présenté en fonction des infractions commises. Sur les 18 présumés malfrats, 10 sont accusés pour association de malfaiteurs et 8 pour vol et braquage à main armée. Tout en invitant la population à une étroite collaboration, la police nationale, par la voix de son porte-parole Paul Manga, appelle à la plus grande vigilance. Vous avez vu tout à l'heure avec moi les différents effets volés, à savoir les tapis, les couvertures, des ordinateurs, des téléphones, des motos, ainsi que divers autres effets. Donc, ils ont été interpellés par nos soins le 11 janvier 2021 au quartier Hiléoudjatch. Permettez-moi de lancer un vibrant appel à la population de collaborer franchement avec les forces de l'ordre pour qu'on puisse mettre fin aux maux qui écument notre société. Pour le 8e substitut du procureur de la République, Izzadine Kamal Ahmad, la loi sera appliquée dans toute sa rigueur. Ces présumés auteurs bénéficient de ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Le ministère public se saisira de cette procédure, mettra en mouvement l'action publique et une fois les charges
établies à l'égard de ces présumés auteurs, la loi leur sera appliquée sévèrement. À noter que parmi les 18 hors-la-loi, l'on enregistre 3 femmes et bon nombre des adolescents en quête du gain facile. Aujourd'hui, c'est la fin d'une mésaventure qui s'arrête là. Dans la province du Mayo-Kébi-Ouest, un présumé réseau de malfrats spécialisé dans l'enlèvement des enfants contre rançon a été démantelé par les forces de défense et de sécurité. Il a fallu une course-poursuite jusqu'à la frontière camerounaise pour arrêter un homme et une femme qui, selon les sources sécuritaires, sont à la tête du réseau. Tembaï, Emmanuel. D'années et une femme, la vingtaine révolue, habitant le village Lamé 2, ont été sauvés par les forces de défense et de sécurité des griffes des preneurs d'otages contre rançon. C'est grâce à l'intervention musclée des éléments de la zone de défense numéro 12 sur instruction du gouverneur de la province du Mayo-Kébi-Ouest, les hommes entrés sous le commandement du général Abderrahim Issa Aladj ont ratissé les environs pour arriver au résultat concluant. Les comités des sages et de vigilance ont joué un rôle déterminant en matière de renseignement. Le gouverneur a pris part à l'opération de traque des preneurs d'otages. Selon le gouverneur, sa détermination reste constante à neutraliser tout délinquant qui trouble le sommeil des paisibles populations de sa province. Le maréchal du Tchad, quand il a fait sa visite à Pala et en partant, a indexé le com zone qui est là et le com légion pour leur dire qu'il ne veut plus jamais entendre parler de l'enlèvement des enfants. Et en tant que gouverneur, moi aussi j'ai pris ma responsabilité. Hier quand on partait, je pense qu'on était tous unanimes. On avait un seul objectif, c'est d'aller libérer nos frères qui sont en captivité. Et nous avons réussi à le faire. Le com zone numéro 12 affirme sa détermination à accomplir avec loyauté la mission que le maréchal du Tchad lui a confiée. Dorénavant, le droit de poursuite sera appliqué pour débusquer les preneurs d'otages dans leur retranchement, indique le gouverneur Hassan Salim. Le gouverneur de la province du Lac, Mohamed Fadel Makai, a rencontré à Bagasola et Liwa les autorités administratives, traditionnelles, militaires, les représentants des femmes et jeunes, ainsi que les partenaires humanitaires. À l'ordre du jour, la lutte contre Boko Haram, le conflit communautaire et la Covid-19. Soukassia Prosper. Une rencontre tenue à Bagasola et à Liwa avec les différents responsables, le gouverneur de la province de Lac, Mohamed Fadel Makai, a axé son intervention sur la lutte contre Boko Haram, la Covid-19, le recouvrement de recettes de l'État et les conflits intercommunautaires qui minent le développement de la province du Lac. Abordant le premier point, Mohamed Fadel Makai a appelé les responsables à différents niveaux d'apporter leur appui constant aux forces de défense et de sécurité dans la lutte contre la nébuleuse secte Boko Haram. Il a demandé aux différents responsables à se pencher sur la restauration d'une parfaite cohabitation pacifique entre les populations. À cet effet, il doit prendre toutes les dispositions en vue de règlement à l'amiable ainsi que la prévention des conflits communautaires et extra-communautaires. Mohamed Fadel Makai a insisté sur la sensibilisation de proximité, la prière pour la paix dans la province du Lac. La lutte contre la pandémie de Covid-19 constitue également une préoccupation pour le gouvernement. À ce sujet, Mohamed Fadel Makai a mis l'accent sur le respect strict des mesures barrières édictées par le gouvernement qui constitue le seul moyen pour briser la chaîne de contamination de la maladie à coronavirus. Le gouverneur a insisté sur la déclaration du président de la République, le maréchal Tchad Idriss Déby Itno, lors de son séjour dans la province du Lac, qui a mis l'accent sur l'implication des fils et filles de la province du Lac à éradiquer le phénomène Boko Haram. Le souci du président de la République, c'est la paix au Tchad et dans la sous-région, a-t-il conclu. Arrêté numéro 004 fixant les modalités d'application du décret numéro 007/PR/2021 relatif à la prorogation du confinement de la ville de N'Djamena et l'allègement des mesures restrictives. Le ministre des Infrastructures et des Transports, sur proposition du directeur général des transports de surface, arrête. Article 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du décret numéro 007/2021
PR/2021 suivisé, il est autorisé la réouverture des activités de transport public urbain des personnes dans la ville de N'Djamena de 5 heures du matin à 20 heures jusqu'à nouvel ordre, et ce, dans le strict respect des mesures obligatoires ci-après. Le nettoyage des véhicules concernés avec des désinfectants avant l'embarquement des passagers. Le lavage des mains avec du savon et l'utilisation des solutions hydroalcooliques par les passagers. Le respect du nombre de places assises prévues dans la carte grise du véhicule. Le port des masques. Article 2. Le transport de plus de 2 personnes sur une moto-taxi ou moto à usage personnel est formellement interdit et les véhicules à usage personnel ne doivent en aucun cas transporter plus de 4 personnes à bord, y compris le conducteur. Article 3. Le transport interurbain des personnes à destination de N'Djamena et de N'Djamena en direction des différentes villes du pays est interdit au-delà des limites périphériques ci-après. N'Djamena, Koura à l'est, Mara à l'ouest, Koundoul au sud et Djarmaya au nord. Ne sont autorisés que les déplacements en cas d'émission dûment autorisées. Article 4. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent par tacite reconduction en cas de prorogation du délai de confinement de la ville de N'Djamena et allègement des mesures restrictives édictées par le gouvernement. Article 5. Le ministre des Infrastructures et des Transports compte sur le civisme et le sens de responsabilité de tous les acteurs du transport routier pour la mise en œuvre efficiente de ces mesures salutaires de lutte contre la propagation du coronavirus. Article 6. Le directeur général des transports de surface, le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature. Fait à N'Djamena le 14 janvier 2021, signé Ahmad Abakar Adid. Le bureau de soutien au mouvement patriotique du Salut Génération 90, conduit par son coordonnateur Youssouf Dibrin Suleiman, s'est rendu à la maison d'arrêt d'Amsinini pour sensibiliser les détenus sur le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. Le bureau de soutien a en effet offert des dispositifs de lavage de mains et des masques pour limiter la propagation de la pandémie. Mohamed Oumar Morsal. Dans cette mobilisation commune contre la Covid-19, les militants du bureau de soutien au MPS Génération 90 sensibilisent les détenus de la maison d'arrêt d'Amsinene sur le respect strict des mesures barrières édictées par le gouvernement. À cet effet, les prisonniers ont bénéficié des dispositifs de lavage de mains, des masques de protection et des savons. Cet élan de solidarité de la Génération 90 vise à casser la chaîne de contamination de Covid-19. Les militants du bureau de soutien au MPS Génération 90 ont décidé, avec le peu de moyens qu'ils ont, de mettre à la disposition de cette institution des seaux de lavage des mains et des cache-nez. Ces gestes, aussi symboliques qu'ils soient, est pour nous un moyen de témoigner notre solidarité aux détenus. Ces gestes est hautement apprécié par le régisseur de la maison d'arrêt d'Amsinene. Le régisseur invite par ailleurs les détenus à respecter scrupuleusement les mesures barrières seules, armes pour éradiquer le coronavirus. Le président de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat, Ali Adid, a installé ce matin au siège de la Chambre de commerce le nouveau bureau de la Jeune Chambre internationale du Tchad. Ce bureau de 10 membres a pour président Ahmad Haroun Lari. Les temps forts de la cérémonie avec Youssouf Abdurrahman Aligat. La Jeune Chambre internationale du Tchad a un nouveau bureau qui a un mandat d'un an. Ahmad Lari en est le président. Le bureau fort de 10 membres est installé officiellement par le président des chambres de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat, Sessiama Ali Adji. Pour le président sortant de la Jeune Chambre internationale, Saleh Yasko, il est temps de consolider les acquis et de renforcer d'autres valeurs pour rendre dynamique la structure. Le président de la Sessiama encourage les membres de la Jeune Chambre internationale à se mettre au service du développement du pays.
nous vous encourageons à sensibiliser, à attirer davantage de jeunes, à continuer votre mission. Comme l'objectif effectivement des jeunes chambres de commerce, le lendemain d'un pays, le lendemain du monde, l'avenir du monde est entre la main de la jeunesse. Aussitôt investi dans ses fonctions, le président de la Chambre internationale a rassuré sa contribution au développement socio-économique du pays. Chacun de nous, individuellement, doit remplir ses missions et collectivement, en contribuant aux objectifs de développement durable, notre organisation s'intéresse plus à la paix, à la sécurité et surtout l'entrepreneuriat, sans oublier les objectifs de notre organisation. Pour rappel, la Jeune Chambre internationale a pour mission de contribuer à l'émergence des actions des jeunes. Elle est présente dans plus de 100 pays à travers le monde. Il s'appelle Hissène Mahmoud, un chef pâtissier exceptionnel. Il a ceci d'atypique qu'il mise sur une pâtisserie à base des produits locaux. Bien que ce dernier est un chef reconnu en France, il n'hésite pas à encourager les jeunes Tchadiens à valoriser les produits du terroir. Son savoir-faire, comme vous allez le suivre dans ce reportage, il le transmet aux jeunes à chaque fois qu'ils rentrent au bercail. C'est une nouvelle approche de la pâtisserie. Grand Gatchamirima. Dans l'arsenal gastronomique tchadien, il faut désormais compter aussi sur les gâteaux faits à base de produits locaux. Tout un programme dont les bases sont en train d'être posées à travers une initiative du jeune pâtissier Hissène Mahmoud. L'homme a fait ses preuves en France où il est membre des TOC françaises. À chaque fois qu'il pose ses valises au Tchad, son pays, le temps d'un congé, il transmet ses connaissances aux jeunes, en insistant sur la valorisation des produits locaux. Le métier que je fais ici au Tchad, c'est très inconnu et aussi donc un métier qui n'est pas ouvert pour les hommes parce que on est toujours, on a cette tendance de dire que donc la cuisine c'est uniquement réservé pour les femmes. Donc moi donc j'ai fait de ma passion, j'ai fait une sorte de combat de casser les tabous, les stéréotypes, donc les étiquettes qu'on nous met aujourd'hui. Les bénéficiaires de la formation sont déterminés à mettre en valeur ces connaissances, surtout qu'il s'agit d'un secteur porteur pouvant créer des emplois. La pâtisserie, ça me passionne beaucoup et j'ai appris via les réseaux sociaux que le chef Mahmoud est en train de dispenser un masterclass en pâtisserie. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus apprendre avec le chef quelques recettes. L'initiative est à saluer. Hissène Mahmoud appelle les opérateurs économiques à investir dans ce domaine pour valoriser les produits locaux et créer des emplois. Campagne de vaccination contre la rougeole. Le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Dimi Younous, a donné le coup d'envoi. La cible, les enfants de 0 à 5 ans. Ronel Judith. Cette opération de plus de 6 jours consiste à protéger les enfants contre la rougeole, maladie fébrile, éruptive qui se transmet entre les humains par des gouttelettes de salive véhiculées par l'air. Après le mot de bienvenue du chef de canton de Banda CST, Masra Korouanagé, et du préfet du Barco, Mme Nadita Makia Louise, le délégué sanitaire du Moyen-Chari, Dr Youssouf Mahamat Saleh, a techniquement éclairé la population sur les symptômes, les modes de transmission ainsi que les 5 différentes sortes de vaccins qu'il faut administrer à l'enfant pour lutter contre certaines pathologies. Il déplore cependant que les parents n'amènent pas leur progéniture à la vaccination. Le représentant des partenaires du gouvernement dans la lutte contre les pathologies à travers les vaccins, Gerdjita Djimgang, par ailleurs chargé de programme nutrition à l'UNICEF Bureau de zone de Mundou, estime que l'appui des partenaires ne fera pas défaut pour que l'enfant tchadien vive sans ces maladies. Il a aussi demandé à toutes les couches sociales d'œuvrer pour la réussite de cette opération. Le gouverneur du Moyen-Chari, Djiber Younous, souhaite la consolidation des efforts afin de maintenir les acquis et de redoubler de vigilance pour qu'il n'y ait pas de cas d'épidémie de cette maladie dans le Moyen-Chari. Djiber Younous a remercié l'OMS, l'UNICEF, la Croix-Rouge du Tchad et les Nations Amies dont l'aide financière continue de soutenir ces multiples campagnes.
115 maîtres communautaires réfugiés ont reçu leur parchemin après 2 ans de formation. Cette formation a été organisée par le HCR à travers l'ONG GRS en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique. C'est le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Mohamed Saleh Hayar, qui a présidé la cérémonie. Les détails avec Dido Mohamed Barka. Cette formation a été organisée par le Haut Commissariat de réfugiés HCR à travers l'ONG, je cite, Réfugiés Service Tchad, en abrégé GRS, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique. Le directeur de l'école normale d'instituteurs bilingues d'Abéchi, Béchir Youssoufa, s'est réjoui du travail abattu par les enseignants afin d'achever le processus de qualification de cette promotion. Pour sa part, le secrétaire général de l'Académie des l'Est, Dr Haroun Eloua, a relevé que le développement et l'épanouissement d'un pays passent absolument par l'éducation de ses filles et ses fils. De son côté, le chef à bureau GRS d'Abéchi, Abdoulaye Jean-Pierre, a souligné que cette formation est le fruit de partenariats qui lient son organisation avec le HCR ainsi que le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique qui date depuis octobre 2012. Les lauréats n'ont pas caché leur satisfaction par rapport à la tenue de cette formation. Le secrétaire général de la province de Ouaddaï, Mohamed Saleh Hayar, a fait savoir que la tenue de cette formation répond parfaitement aux attentes de la communauté des réfugiés à l'est du Tchad. La remise des attestations de reconnaissance aux autorités locales, aux lauréats et la présentation des poèmes et chants ont mis terme à la cérémonie. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Télé Tchad.